Bienvenue au club Le Figaro Politique et on va ouvrir cette nouvelle année avec des départs évidemment intenses. Je vous souhaite une excellente année pleine de joie, de succès, de tout ce que vous voulez. Le Figaro évidemment vous souhaite le meilleur. Sachez aussi, et grâce à vous, que l'audience de la chaîne Le Figaro TV a doublé depuis son existence et c'est une satisfaction non pas du tout négligeable. Et je vous remercie de votre fidélité, tout comme je remercie d'ailleurs, je présente mes vœux à tous ceux qui, tous les jours, toutes les semaines, se déplacent pour venir dans ce studio et assister à nos débats. Alors aujourd'hui, nous allons nous interroger sur François Bayrou. Est-ce qu'il peut faire mieux que Michel Barnier, mieux dans le temps, mais mieux aussi peut-être dans le contenu? La question se pose évidemment. Il y a un duo de choc qui est présenté comme tel à l'intérieur et à la justice, c'est Retailleau-Darmanin. Est-ce que ce duo peut venir à bout? Est-ce que c'est le duo qu'il faut pour venir à bout de l'insécurité dans notre pays? Et puis on se posera la question du Parti Socialiste, dont on parle beaucoup, parce que c'est un parti de plus en plus charnière, mais est-ce que le Parti Socialiste peut survivre à une rupture éventuelle avec la France insoumise et avec le nouveau Front populaire? Voilà, le programme est chargé, c'est parti. Avec Judith Van Traub, grand reporter au Figaro Magazine, bonsoir. Avec Jim Zarassé, qui est patron du service politique du Figaro, bonne année Jim. Avec Célestine Gentilhomme, qui est au service politique du Figaro également. Et puis notre invité du jour, extérieur d'une certaine façon, mais pas tant que ça, parce que c'est un habitué de la maison. Bonsoir. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Alors la première question, est-ce que le Premier ministre, François Bayrou, peut faire mieux que Michel Barnier? Judith? Est-ce qu'il peut faire pire? C'est plutôt comme ça que comment on peut inverser poserai la question. Apparemment, de ce qu'on comprend des dernières déclarations du nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, oui. Ils vont plutôt essayer d'aller chercher à gauche les voix qui leur manquent pour faire adopter le budget notamment. Sur le fond, c'est une catastrophe absolue, oui. Puisque si vous ne faites pas de réforme de structure et que vous tapez encore davantage sur les classes moyennes, dont on ne sait toujours pas vraiment à quoi ils correspondent, sachant que 66% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu déjà. Donc si vous tapez encore plus toujours sur les mêmes, tout en ne faisant pas les réformes structurelles nécessaires et les économies nécessaires, vous arrosez le sable, puisque nous en sommes à dépenser l'essentiel de l'argent des contribuables, à rembourser les intérêts de la dette contractée par la France. Donc, si c'est ça, sur le fond, c'est une catastrophe. Si votre question, peut-il faire mieux, c'est peut-il tenir plus longtemps, bien malin qui peut le dire. On sait que Marine Le Pen a une échéance qui est le 31 mars, verdict. Elle sera, si elle est condamnée, et le cas échéant, si elle part, elle devient tout de suite inéligible, puisque le parquet a requis l'exécution provisoire, c'est-à-dire dès la condamnation, elle ne peut plus se présenter. En France, il faut 3 mois pour se préparer à une élection présidentielle. Si vous calculez, motion de censure déposée, la France Insoumise l'a annoncé le 16 janvier. Entre le 16 janvier et 31 mars, c'est juste, mais vous avez les 3 mois. Donc, si elle a ce calendrier-là en tête, elle peut, et si les concessions principales sont faites à la gauche, elle peut une nouvelle fois voter la censure. C'est-à-dire qu'en votant la censure le 16 janvier... Vous avez les 3 mois, ça tient. Il peut y avoir une élection présidentielle d'ici au 31 octobre, mars. Ça tient. Frédéric Dabi, il est rusé aussi. C'est un autre caractère que celui de Michel Barnier. Michel Barnier était un peu, je dirais, monolithique, un peu sûr de lui, peut-être. D'ailleurs, il savait pas, il n'avait jamais trop su pourquoi il était là, mais jamais il l'espérait. Bayrou, lui, il l'espérait être là. Et puis, il est quand même, c'est un manœuvrier, François Bayrou. Oui, alors ce que vous dites, c'est assez intéressant. Parce que c'est le paradoxe de l'opinion publique.
On a posé pour le JDD, s'agissant de Michel Barnier, pour Sud Radio avec Fiducial, s'agissant de François Bayrou, sur une question de pronostic de la part des Français. Est-ce qu'ils vont finir par être renversés rapidement par une motion de censure? 74% pour Michel Barnier, un peu moins pour François Bayrou, 66-67%. Donc clairement, va-t-il faire mieux? Va-t-il durer plus longtemps? Les Français ont intériorisé que ce serait peut-être court, même si François Bayrou a peut-être des possibilités conjoncturelles que n'avait pas Michel Barnier. Est-ce que le RN va une deuxième fois baisser le pouce? Mais sur le plan de l'image, on est sur le modèle inversé. Michel Barnier est resté pendant son court mandat très populaire, dans le sens où il avait une bonne image auprès des Français. L'incarnation Barnier était bonne. C'est l'homme de dialogue, à l'écoute, en distinction par rapport au couple Macron-Attal. François Bayrou, c'est complètement le contraire. Vous avez vu les enquêtes IFOP JDD du mois de décembre, où 2 tiers des Français se déclarent mécontents de François Bayrou. C'est jamais arrivé à un tel niveau sur la Ve République. Mais ce qui me frappe, c'était la difficulté des Français à associer des représentations positives à l'égard de François Bayrou, alors que traditionnellement, si on prend tous ses prédécesseurs sous les mandats Macron, il y avait une vraie bienveillance. Édouard Philippe, c'était le maire du Havre et l'ami en fait, d'Alain Juppé. Jean Castex, l'homme du terroir, mais en même temps le haut commis de l'État. Madame Borne, une femme de dossier, technique, sérieuse, une femme en plus, je le répète. Gabriel Attal était auréolé de son passage réussi à l'éducation nationale. François Bayrou, c'est vraiment, pour reprendre un vieil adage pour les Français, l'homme du passé. Il ne faut pas qu'il devienne l'homme du passif, comme disaient d'autres. Mais c'est vrai que c'était le politicard, le cumulard. Alors l'affaire Mayotte-Pau a amplifié ça. Alors c'est vrai que l'avatar positif, c'est le côté dont vous parlez, le côté manœuvrier. Il saura peut-être plus faire que Michel Barnier, mais quand même, c'est frappant de voir à quel point les doutes sur sa capacité à endosser le rôle sont importants. Et ça fait suite à la période Barnier. J'ai parlé de popularité, mais la critique majeure qui s'est enquistée dès le début, c'est que fait Michel Barnier? Il ne se passe rien pour le pays. C'est le contexte de cette éclipse du politique où, plus que jamais, les Français sont en défiance ou plutôt en indifférence avec ce qui se passe à l'échelle nationale. C'est du jamais vu, ça. Alors, Célestine, Judith exprimait des craintes justifiées sur le fait que ce soit plus à gauche qu'à droite, encore plus que Barnier. Barnier, c'était déjà une surprise très fiscale, je dirais. Alors, pour un gouvernement, un Premier ministre de droite, c'était assez étonnant. Là, à votre avis, il va tendre la main, effectivement, à la gauche. Enfin, pas tendre la main, mais il va essayer de flatter la gauche. Il va certainement essayer parce que, pour une bonne raison, en fait, sur le papier, les problématiques sont les mêmes que Michel Barnier. C'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité. Il faut lui trouver un trou de souris. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il ne voulait pas utiliser le 49.3, sauf en cas de blocage absolu sur le budget. Ce qui veut dire qu'il va utiliser le 49.3 parce qu'on ne voit pas trop d'autres moyens de passer. Maintenant, c'est compliqué de jouer la sécurité sur la gauche. On a vu les propos là du Parti socialiste qui est sorti des négociations avec Éric Lombard à Bercy, qui dit on est prêt à voter la motion de censure si on n'a pas d'engagement supplémentaire. Donc c'est un peu compliqué de tout miser sur la gauche. Et la vraie question de est-ce qu'il va mieux tenir, est-ce qu'il fera mieux que Michel Barnier, c'est est-ce que le RN va le laisser, va lui donner un sursis supplémentaire qu'il n'a pas donné à Michel Barnier. Et encore, là, la question du budget est assez intéressante parce que est-ce que Marine Le Pen peut dégainer la cartouche, en tout cas appuyer 2 fois sur la gâchette du budget? Je trouve que dans la bataille culturelle, dans l'ambiance, il y a quand même l'idée que c'est grave, on n'a pas de budget, le déficit va atteindre un niveau record. Est-ce qu'elle ne risque pas en fait, de faire plus de mal en activant une 2e fois cette cartouche? Et effectivement, il y a cette question de la présidentielle anticipée qui est dans la tête de Marine Le Pen. Oui. Alors justement, c'est complètement enterré, ça, la possibilité qu'il y ait un acte de non-censure de la part de la gauche, du PS. Oui, ce qui est sûr, c'est que François Bayrou, il a trébuché dès la première marche, en fait. C'est-à-dire qu'avant même la constitution du gouvernement, où on attendait finalement un élargissement de son socle majoritaire, peut-être à gauche, puisque c'était ça la clé, en fait, finalement, de cette nouvelle étape gouvernementale, c'était de trouver un nouvel équilibre, un nouvel écheveau gouvernemental en élargissant la gauche. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à convaincre le Parti socialiste de lui accorder cet accord de non-censure. C'était le nouveau terme qui avait été développé à ce moment-là. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec un PS qui menace
directement le nouveau gouvernement de censure. Donc on revient finalement exactement à la même situation que Michel Barnier. C'est un peu vous savez, le film Le jour de la marmotte, le jour sans fin, ça recommence. Alors là, on est reparti pour un tour. Et finalement, c'est encore le Rassemblement national qui a aujourd'hui la main sur l'avenir immédiat de ce gouvernement. Après, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je ne crois pas, ça paraît très étonnant que le RN censure dès le discours de politique générale, puisqu'ils ont accordé quand même quelques gages à François Bayrou au moment de sa nomination. Par contre, au moment de la fin mars, du procès et du budget, l'histoire sera peut-être différente. Il y aura peut-être une fenêtre pour le Rassemblement national en vue de la censure. Et puis, il y a aussi l'échéance de l'été. C'est-à-dire que tout le monde va se dire, à partir de juin, une nouvelle dissolution est possible. Et donc là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre finalement pour tous les partis. Et donc l'hypothèse d'une censure, là, sera sur la table. Très clairement. Donc en fait, pour moi, la durée de vie maximale finalement du gouvernement de Bayrou, elle est de 6 mois. Oui, elle est de 6 mois. Et pourtant, il a dit, François Bayrou, alors là, il s'exposait à un risque qui me paraît important, mais que le recours au 49.3 n'était pas systématique. Hein. Oui, mais à partir du moment où... Oui, ça ne coûte rien de dire ça. Après, on peut être... le risque, c'est que ce soit un gouvernement qui tombe dans l'immobilisme le plus total. Ça, les Français, comme l'a dit Frédéric, n'en veulent plus. Et donc, on revient à l'été à la question de la dissolution. Mais pourquoi pas l'immobilisme? Comment ça? Pourquoi pas l'immobilisme? Parce que la France a deux, trois problèmes. Plutôt que de dépenser trop. Et que la France a deux, trois problèmes graves. Mais est-ce que justement on peut faire... En fait, l'immobilisme, c'est une image qui ne correspond pas à la réalité. Si on ne fait rien, on continue à descendre. Ouais. C'est comme à vélo, si on ne fait rien, on tombe. C'est pas on fait du surplace. Et les échéances sont telles que nos créanciers s'inquiètent beaucoup. On a l'habitude de dire too big to fail. La France a trop de bons fondamentaux pour que ses créanciers lui mettent le couteau sous la gorge et disent maintenant tu rembourses ou sinon on coupe. Mais on paiera de plus en plus cher et donc la situation économique va se dégrader. Les prélèvements obligatoires et les taxes augmentant, c'est ça de moins pour la croissance, donc du chômage en plus. On est vraiment dans une mécanique infernale qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter. L'immobilier, ça veut pas dire la mécanique est mauvaise, mais ça sera pas pire. Non, ça sera pire. Et pourtant, Frédéric Dabi, un budget, admettons, qu'il fasse un budget qui ne soit pas un budget dépensier, mais qui soit un budget, j'ose pas dire économe, mais qui n'aille pas dans les dérives de Michel Barnier, justement. Mais après, il peut très bien gouverner par directive, par décret, parce qu'il aura beaucoup de mal à trouver des majorités. Oui, mais c'est vrai que tout ce qu'on vient de se dire, on en revient au résultat du deuxième tour des élections législatives. Tout par-delà, et je crois ici, le 8 au soir, où on avait dit c'est ingouvernable, pour ne pas être, pour être poli, des plus polis d'entre nous, puisque nous le sommes. Effectivement, on est toujours sur ces trois blocs. Il faut le dire, à peu près équivalent à 30-40 sièges près, qui fait que quand il y en a deux qui se mettent contre un bloc, quand le NFP et le RN, le bloc RN ciotiste, baissent le pouce, c'est terminé pour le gouvernement. Et c'est pour ça, ça a été très très bien dit, que oui, il y a quelques éléments de différenciation entre le gouvernement Barnier et Bayrou, beaucoup plus d'incarnation dans le gouvernement Barnier forte, là, et Bayrou, pardon. Et c'est vrai que pour les Français, l'incarnation, ça compte. Envoyer Valls aux Outre-mer, ça fait bouger, ça fait réagir, en bien ou en mal, mais ça fait réagir. Pareil pour Madame Borne. Et on va parler du duo Darmanin-Retailleau, qui est en vraie rupture par rapport au duo Beauvau-Place Vendôme précédent. Mais les fragilités sont les mêmes, c'est-à-dire un socle beaucoup trop fragile. Et sur le budget, oui, effectivement, un budget peut passer à minima, même si j'ai du mal à imaginer de ne pas passer par le 49.3, qui peut déclencher immédiatement, avec en plus l'agenda judiciaire de Marine Le Pen, le PS qui décidément n'ose pas se déscotcher de la France insoumise, en tout cas c'est comme ça pour le moment. Donc tout ça, oui, on n'est peut-être pas sur un jour sans fin, on est aussi sur un scénario couru d'avance. C'est pour ça que je me suis fait un peu alpaguer sur les réseaux sociaux quand j'ai dit que dans nos enquêtes qualitatives, les Français n'évoquent
que très marginalement le souhait de voir Emmanuel Macron démissionner, ce qui n'empêche pas que quand on pose la question en question fermée, les gens disent oui, c'est notre manière de mettre en avant le rejet du président Macron. Mais en revanche, dans les qualitatifs, la petite musique du oui à partir du 8 juillet, sans doute va-t-on de nouveau voter au mois de septembre, et que ce qui était évident, prochaine élection où les Français seront amenés aux urnes, les municipales de mars 2026, rien n'est moins sûr. Donc de ce point de vue-là, là aussi, la dissolution, c'est une idée qui fait son chemin parce qu'on est toujours sur cette crise politique qui vient se superposer à toutes les crises dont Judith vient de parler. Alors Jim, justement, on voit la tripartition de l'Assemblée là, mais de nouvelles élections législatives ne changeraient pas la donne. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait les deux leviers sur lesquels on pourrait potentiellement agir, qui seraient la proportionnelle et de nouvelles élections législatives, rien ne nous dit que l'un de ces deux leviers changerait quoi que ce soit à la configuration politique actuelle. Donc là, on rentre, alors c'est encore l'étape d'après, mais on rentre en effet dans la perspective d'une crise politique de très longue durée, qui n'est plus conjoncturelle, mais qui est une crise finalement de régime. Donc là, il va falloir voir ce qui se passe, mais on est bien au-delà finalement de la question de la survie de tel ou tel gouvernement, mais la question finalement du changement de régime de la Ve République qui permettrait de sortir de cette situation dans laquelle on est désormais enferré. C'est pour ça que je crois que la question de la démission, en effet, elle finit. Alors, c'était la France Insoumise qui l'avait lancée de la pire des manières, puisque il voulait finalement imposer au président cette démission. Mais de fait, aujourd'hui, cette question est posée puisqu'on est dans une impasse institutionnelle qui est en train de s'installer. En fait, comme le dit Frédéric Dabi, la question elle est posée, la question de la démission du président de la République est posée depuis le soir du second tour des législatives. Moi, c'est moins un jour sans pas que le hamster dans sa roue, vous savez, que le hamster s'appelle Barnier ou Bayrou, ça tourne, ça mouline, et puis il revient toujours au même point. D'où l'importance du PS pour peut-être dénouer cette crise, mais ça, on va en parler. Là aussi, le chemin paraît aussi compliqué. Alors justement, il y a aussi un duo qui fait pas mal parler de lui, là, au gouvernement. C'est Monsieur Gérald Darmanin, qui est donc ministre de la Justice, maintenant garde des Sceaux, et puis Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui a gardé son portefeuille. Alors, on se dit qu'ils sont sur la même ligne, que, eh bien justement, c'est assez rare que le garde des Sceaux soit sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur. Généralement, le garde des Sceaux a la réputation d'être plus timoré, enfin à la tête d'une administration plus difficile à manier aussi, beaucoup plus difficile. Mais là, il semblerait qu'il veuille prendre le taureau par les cornes. Mais alors comment on fait, Judith? Parce que est-ce que ça veut dire que le gouvernement aura les moyens d'adopter une nouvelle loi sur l'immigration et éventuellement d'adopter une nouvelle loi pénale? Comment ça va se passer? Alors, une nouvelle loi sur l'immigration, je ne pense pas, je ne veux pas déflorer le prochain sujet sur la volonté du PS de s'émanciper du nouveau Front populaire, mais fondamentalement, les socialistes, la France Insoumise, les Verts et le Parti communiste sont sur la même ligne en ce qui concerne l'immigration et la sécurité. Il n'y a pas de différence telle que ça justifierait qu'une partie des socialistes ou que les socialistes votent avec la droite à l'Assemblée nationale. Je n'y crois pas un instant. Non seulement leurs intérêts électoraux ne les y poussent pas, mais en plus, reconnaissons-leur ça, c'est des convictions de fond. Ils sont persuadés qu'on en fait bien assez contre l'immigration, on en fait bien assez contre la délinquance, et qu'il faut faire de la prévention, etc. Enfin, je vous passe toutes les vieilles lunes d'angélisme de gauche. Ça, c'est pour l'immigration. Ça, c'est pour l'immigration. Cela dit, quand vous voyez par exemple ce qui se passe en ce moment avec les prêcheurs de haine qui sont algériens, sous OQTF, dont l'un n'a pas été expulsé parce qu'il est père d'un enfant français. Quand vous regardez les textes de loi, vous apercevez que la protection n'est jamais absolue. Jamais. Quoi qu'en disent les politiques, quand ils vous disent « Ah, je peux pas, c'est la loi » ou « Je peux pas, c'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme », c'est faux.
la loi prévoit qu'en cas de menace pour l'ordre public, vous avez le droit d'expulser un individu, fût-il parent d'un enfant français. Vous pouvez le faire, à condition d'avoir les juges qui veulent bien appliquer la loi dans toute sa rigueur, ce qui est encore un autre problème. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de passer par l'Assemblée nationale pour déjà rendre beaucoup plus efficaces nos tentatives pour prendre le contrôle de qui vient chez nous et qui reste. Le corpus législatif existant. Je vous invite à écouter ce son. Mes idées, mes convictions, j'y tiens, et un nombre important de Français les partagent. Par conséquent, sur la politique migratoire, je pense qu'on peut mettre fin, j'ai déjà un certain nombre de résultats, de premiers résultats, on peut mettre fin à, si j'ose dire, ce manque de contrôle des flux migratoires. Mais il faudra légiférer. Nous sommes là pour les Français et c'est pourquoi nous allons travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur pour la sécurité et le respect des libertés de nos compatriotes. La tâche est immense. Vous aurez compris quels sont mes objectifs, les mêmes que ceux du peuple français, les mêmes que ceux des fonctionnaires du ministère de la Justice. Détermination, célérité et fermeté. Célestine, ils ne sont pas un peu en concurrence aussi l'un et l'autre là? Ils pourraient l'être. Effectivement, je pense que la bonne entente déjà est vraiment mise en scène par l'un et l'autre. Ils parlent déjà de faire des déplacements ensemble. Donc il y a une volonté d'être le duo de l'efficacité au milieu de cet immobilisme ambiant. Ça c'est clair. Maintenant, ni l'un ni l'autre aujourd'hui est le candidat naturel de leur propre camp. C'est-à-dire qu'ils ne roulent pas pour la même écurie. Mais le jour où, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 2027, mais le jour où, si l'un se met à endosser des habits de présidentiable, je pense que ça va un petit peu quand même enrayer la relation, parce que l'un pourrait fédérer la droite, l'autre pourrait fédérer le bloc central. À cela près que Gérald Darmanin, lui, a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent fédérer le bloc central aujourd'hui. Mais enfin, il peut y avoir effectivement... Il a des concurrents aussi, Retailleau, de son côté. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, Bruno Retailleau est d'une popularité qui est assez dingue, on va dire, pour la droite et LR, d'où ils reviennent, on va dire. Mais effectivement, en plus, ils partagent le même ADN politique. Donc c'est là toute la complexité de la relation, c'est qu'effectivement on peut avancer ensemble, mais on peut aussi se tirer dans les pattes. Alors l'un effectivement est plus filloniste pour Bruno Retailleau, plus libéral, plus conservateur, l'autre plus sarkozyste et dans une droite sociale, populaire. Mais enfin, avant, dans le gouvernement de Michel Barnier, Bruno Retailleau était le seul ministre vraiment politique. Il prenait toute la lumière et il y avait une forme d'hypermédiatisation, de coups de com', de coups politiques. Aujourd'hui, il se retrouve aussi limité. Il n'a plus la même place dans l'exécutif, dans l'archipel, on va dire, du gouvernement. Donc ça peut être un peu plus compliqué, effectivement, pour lui. Frédéric Davy, c'est un atout pour François Bayrou d'avoir cette garde rapprochée, là, qui est quand même faite de personnalités qui incarnent quelque chose. Oui, très clairement, je le disais tout à l'heure, je vais essayer de développer un peu. Le gouvernement Barnier, il y avait très peu de ministres connus, voire des ministres inconnus. Il y avait aussi des qualités, beaucoup de sénateurs, beaucoup de maires, d'élus locaux qui, eux, ne sont pas dans le discrédit, dans le rapport avec les Français. Au contraire, hein, l'éclipse du politique à l'échelle nationale a pour conséquence un crédit jamais observé vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis des maires. Mais c'est vrai que Bayrou on peut remonter au gouvernement Balladur, qui avait beaucoup de personnalités très fortes autour de lui, même le premier gouvernement de François Hollande, les gouvernements Sarkozy. C'est une vraie rupture par rapport à tous les gouvernements macroniens. On était sur le gouvernement des experts, on essayait de répondre à un imaginaire qui, à l'époque, en 2017, était fort chez les Français. Mettons une sportive au sport, un DRH à l'emploi, un médecin à la santé. Les Français ont vu et n'ont finalement pas apprécié. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas l'antagonisme traditionnel Beauvau, Place Vendôme, pour monter à Robert Badinter, Gaston Defferre, Christiane Taubira, Manuel Valls, et même Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, c'était pas du tout, c'était pas les mêmes mots, c'était pas la même vision. Et là, il y a une vraie convergence. Alors, je ne sais pas si les Français ont en tête toutes les nuances que vous avez très bien rappelées, mais en tout cas, ils collent à des attentes de l'opinion publique, parce que ce soit sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, il faut le dire, les clivages se sont énormément réduits, pour ne pas dire effondrés. Je citais une enquête il n'y a pas longtemps où 75% des sympathisants de gauche étaient favorables à l'expulsion de délinquants à l'issue de leur peine étrangers. En dépit de ce que vient de dire Judith tout à l'heure. Oui, ça c'est les sympathisants, mais quand vous interrogez les dirigeants, c'est pas du tout la même chose.
vous avez raison. La crise du politique actuelle, la crise de la gauche, mais je bifurque vers notre troisième sujet, c'est au-delà de l'incarnation du poids de Jean-Luc Mélenchon, c'est le décalage sur de très nombreux sujets, sur ce que nous disent les sympathisants, les électeurs de gauche, le peuple de gauche, et les élus dominés par la France insoumise. Vous ne trouverez jamais une majorité de sympathisants de gauche qui disent que la police tue, qu'il y a un racisme d'État, etc. Donc c'est ça aussi où il y a un atout d'opinion, et voilà un atout qu'a François Bayrou par rapport à Michel Barnier. Je ne dis pas que ça va être très fort, mais une opinion publique qui va apprécier un couple Darmanin-Retailleau, qui va répondre à leurs attentes et qui va essayer de leur changer la vie, c'est quand même la promesse du politique, c'est un atout pour François Bayrou. Alors, est-ce que cet atout de François Bayrou sur le front régalien, est-ce qu'il a le même sur le front justement économique avec un Éric Lombard, qui est un homme qui connaît bien ses dossiers, certes, mais qui vient de la présidence de la Caisse des dépôts et consignations, qui était pas loin d'ici d'ailleurs, directeur de Generali France, boîte d'assurance. Est-ce que c'est un homme qui peut aussi se faire entendre? Oui, alors à la différence qu'on est dans un profil totalement différent de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, qui eux sont des politiques pur sucre. Je pense que Lombard, lui, est plus dans un profil. Il a des réseaux politiques très puissants, notamment à gauche, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus discret. On le voit très peu dans les médias. Alors là, ce matin, il était sur France Inter pour lancer justement la séquence des consultations sur le budget, mais il ne faut pas s'attendre à le voir énormément sortir dans les médias, et surtout adopter cette communication finalement qui était celle de Nicolas Sarkozy, d'être très présent, notamment, vous avez remarqué, dans les moments où l'actualité baisse un peu en intensité, aux périodes des fêtes. On a vu beaucoup Gérald Darmanin, quasiment tous les jours, faire une sortie, Bruno Retailleau également. Donc là, on a quand même deux styles très différents. Mais ce qui est sûr, c'est que avec ce gouvernement, François Bayrou a pour espoir, je ne dis pas que ça va se passer, de réaliser la fameuse triangulation dont on parle souvent, c'est-à-dire réussir à avoir une aile gauche et une aile droite et pouvoir marcher sur ces deux jambes-là. D'accord. Souvent, quand on part dans cette direction-là, ça échoue. Voilà, il faut quand même dire des choses. C'est quoi les précédents ? Le précédent, ça a été Sarkozy, mais ça a même été finalement, c'est toute la théorie finalement du en même temps macronien. C'est-à-dire qu'au début ça fonctionne, tout le monde est content, et puis on se rend compte que c'est intenable. J'ajoute une chose pour revenir à Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, c'est qu'il y a quand même un danger d'effet boomerang, puisqu'il y a une obligation de résultat. Quand on sort très fort en termes de communication sur un sujet, notamment le sujet régalien, l'immigration, la sécurité, il faut derrière que ça fonctionne. Et ça, les Français ne le pardonnent pas si, dans 6 mois, 1 an, on se rend compte qu'en fait, les résultats ne tombent pas. Et c'est quand même malheureusement le plus probable, puisque finalement, cette crise sécuritaire, elle va malheureusement au-delà des simples effectifs de police. On est aussi dans une crise culturelle. Et ça ne se règle pas, malheureusement, à la simple échelle du ministre de l'Intérieur et de la Justice. Je me permettrai de nuancer un tout petit peu. Ce que vous dites est tout à fait juste. Mais Gérald Darmanin est sorti de la place Beauvau plutôt populaire auprès des Français, alors même que leur perception sur la situation de l'insécurité était sur une dégradation, parce qu'ils avaient le sentiment que le ministre faisait le maximum, qu'il essayait lui-même de faire bouger les choses. Avec un petit exemple, quand il, sur son compte Twitter, son compte X, tous les 2 jours, il signalait la part et le profil des personnes qui étaient éloignées du territoire. Ça avait un effet très fort chez les Français, sur le mode, ça se dégrade peut-être, mais il essaye de faire bouger les choses. C'est là où, sur l'insécurité, le verdict de l'opinion peut être un peu moins sévère que sur les questions économiques et sociales, où là, par exemple, à l'époque où le chômage était très fort, quand il n'y avait pas de résultat, il n'y avait pas de résultat. Judith, ils peuvent être candidats l'un et l'autre à l'élection présidentielle? Ils en ont l'idée? Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de la droite française à se suicider. Donc, Darmanin, il fait partie du bloc central maintenant. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure à juste titre, mais c'est quand même un bloc central qui penche beaucoup à droite. Je n'imagine pas qu'il y ait 2, voire 3 candidatures, puisqu'on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, Laurent Wauquiez. C'est quand même lui, en tout cas, qui se voit encore à l'heure actuelle comme l'incarnation légitime de la droite, des électeurs de droite. Franchement, je n'arrive pas... Évidemment, ils vont se marquer à la culotte, vous avez tout à fait raison, et ils le feront tout le temps. Mais
j'espère, vraiment, qu'ils n'iront pas jusqu'à s'anéantir l'un l'autre. Ouais. Alors, on va voir s'il y a un parti qui s'anéantit ou pas. C'est le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui apparaît aujourd'hui dans le débat comme assez charnière. Enfin, c'est en tous les cas ce qu'il était... C'était le cas à la fin de l'année dernière. Le Parti Socialiste qui doit tenir congrès, d'ailleurs, cette année. On ne sait pas quand, ni où. Enfin, vous allez peut-être nous le dire. Et le Parti Socialiste qui... enfin, il y a certaines voix à l'intérieur du Parti Socialiste ou à gauche, en tous les cas, social-démocrates, qui disent il faut couper le cordon avec le reste de la gauche, en tous les cas avec le nouveau Front Populaire. Est-ce que ce nouveau Front Populaire est mort ou n'est pas mort? Enfin, tout ça est d'un grand flou. Tiens, on va écouter un socialiste qui est dans cet état d'esprit-là. Nous travaillons avec les écologistes, nous travaillons avec les communistes, nous travaillons avec... Vous ne travaillez plus avec la France Insoumise. Mais ils ont fait un autre choix. Je vais vous le dire différemment. Le NFP existe toujours, mais M. Mélenchon en est sorti. Et donc, LFI en est sorti. Donc, ils ont fait le choix, M. Mélenchon, parce que c'est visiblement lui qui décide dans cette formation politique, a fait le choix de sortir du NFP. Alors, Célestine, est-ce que vous parlez le Meyer-Rossignol? Est-ce que vous pouvez nous traduire ce qui vient d'être dit? Après, Nicolas Meyer-Rossignol est quand même le tenant d'une ligne anti-NFP, comme il était anti-NUPES, exactement, maire de Rouen. Je pense qu'il incarne un peu, non pas le syndrome de Stockholm du PES, mais il y a quelque chose où effectivement, ils n'ont eu de cesse d'essayer de se différencier de LFI. On l'a vu encore pendant tout l'épisode de la composition du gouvernement, où il y avait cette histoire d'accord de non-censure, où le PS prendrait délibérément ses libertés en topant, entre guillemets, un pacte de non-censure quand LFI menaçait déjà, lui, de renverser le gouvernement de Bayrou. Bon, ça n'a rien donné sans surprise. Mais enfin, ils sont un peu coincés parce qu'effectivement, il y a cette question d'une nouvelle dissolution ou non en juin prochain. Aujourd'hui, si le PS part seul, je pense que c'est la catastrophe pour eux, parce que la gauche, c'est à peu près 30% dans le pays, et peut-être que je me trompe. Historiquement bas. Exactement. Donc s'ils partent désunis, même imaginons il y a 2 candidatures, ça fait 15%, c'est pas suffisant pour aller au second tour. Donc ils sont un peu piégés. Et en même temps, s'il n'y a pas de nouvelle dissolution, pour eux, c'est le luxe. Parce que ça leur laisserait le temps, effectivement, de se refonder, de repenser à la doctrine, parce que quand même, le NFP et la dissolution, lors des négociations autour du NFP, la France Insoumise est arrivée avec son programme sur la table, et en face, les écologistes, le PS et même les communistes, n'avaient pas vraiment préparé le leur, parce qu'ils ont été tous pris de court. Et aujourd'hui, ce serait le même scénario, par exemple, s'il y avait une présidentielle anticipée. C'est-à-dire que le NFP et le LFI fait monter la petite musique selon laquelle le seul qui est prêt, le seul qui a un programme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, finalement, ils sont un peu coincés et tout ce qu'ils peuvent espérer et y prient, c'est la stabilité institutionnelle, pas de nouvelle dissolution et pas d'élection anticipée. D'autant que le premier secrétaire du Parti Socialiste, lui, il veut rester plutôt associé à Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est assez polyphonique parfois. C'est-à-dire une chose un jour, oui, j'ai vu dire. C'est la polyphonie qui n'est pas corse, mais c'est la polyphonie de Seine-et-Marne. C'est-à-dire que on entend souvent des propos après des dérapages de Jean-Luc Mélenchon assez sévères de la part d'Olivier Faure. Il s'écharpe par tweet, les Français ne le voient pas de manière générale, mais c'est vrai que, et Célestine l'a très bien rappelé, il y a cette gauche qui est historiquement basse. N'oublions pas, la gauche depuis 2000... La gauche réunit les 4 partis qui constituent le NFP, c'est 30%. 30%, c'est bas. Le total gauche, je parle des élections nationales, le total c'est différent. Depuis 2017, la gauche fait entre 28 et 30% à toutes les élections nationales. Je rappellerai qu'en 2012, l'addition Hollande, Mélenchon et Vajoli fait 42-43%. Aux législatives, on a 45%. Il y a une gauche qui ne se retrouve pas dans le NFP, qui reste encore dans le bloc central, qui peut même aller parfois du côté des sympathisants de droite, compte tenu de ce centre de gravité qui est passé de la social-démocratie à la France insoumise. Donc, s'il n'y a pas de vote de la proportionnelle qui permettrait peut-être de descotcher le PS... On n'en parle plus de ça, c'est fini. On n'en parle plus, voilà. Je suis sur l'hypothèque et je ne vois pas comment
comment on arrive à cette chose-là. D'une part, et d'autre part, les simulations qui ont été faites avec la proportionnelle montrent qu'on aboutirait. Il n'y a pas des différences. Puisque, n'oublions pas, même ce que vous disiez sur les sarkozystes de gauche, sur la triangulation marche dans une logique de bipolarisation. Avec 3 blocs, trianguler avec 3 côtés, avec 3 blocs, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est vrai que le PS reste pour l'instant dans cet ensemble Nouveau Front Populaire, mais il va y avoir des choses intéressantes cette année. D'abord, dans très peu de temps, une élection municipale partielle qui va être absolument fondamentale à Villeneuve-Saint-Georges, où le maire est en grande difficulté pour des affaires scabreuses. Dans le Val-de-Marne, il aurait fait un salut nazi pendant un conseil municipal, le maire sortant, et une ville où LFI est très fort, qui présente Louis Boyard comme tête de liste. C'est une rupture avec la stratégie d'LFI qui avait complètement enjambé les municipales de 2020. Donc ça va aussi, sans doute, amener le PS à ne pas faire alliance avec LFI, avec Louis Boyard. La préparation des élections municipales, où on n'imagine pas une seconde Michael Delafosse à Montpellier, Johanna Roland à Nantes, et Rémi Féraud, s'il est investi comme tête de liste PS, va faire alliance avec LFI. Donc la dimension locale va peut-être avoir un effet sur la préparation d'alliance à l'échelle nationale, surtout s'il y a une dissolution. Donc on est quand même sur quelque chose qui pourrait être beaucoup moins étanche qu'on l'a vu les autres années. Jim, alors, pas d'indication, pas d'information sur le congrès du Parti Socialiste. J'aimerais bien en avoir, on essaye d'en avoir, nous, au service politique. Pierre Lepelletier a écrit un article ce matin même sur le sujet. Et en fait, c'est le flou le plus total. Il faut savoir que pour préparer un congrès du PS, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose d'assez lourd en termes d'organisation, à la fois physique et politique, puisqu'il faut déposer des motions sur lesquelles ensuite les adhérents du PS vont devoir se prononcer. Ensuite, il peut y avoir des fusions de motions. Enfin, non, c'est tout un festival politique, les congrès du PS. Et là, pour l'instant, on n'a aucune indication. La seule certitude qu'on a, c'est que Olivier Faure cherche à gagner du temps un maximum pour pouvoir décaler cette échéance et finalement faire en sorte que le PS soit peut-être par une opération du Saint-Esprit un peu plus puissant que la veille et puisse et que ça augmente sa chance d'être reconduit à la tête du parti, puisque finalement toute cette dynamique-là, c'est un peu comme on va faire un peu d'astronomie, c'est comme les lunes et les planètes. Là, pour l'instant, il y a la planète France Insoumise et puis il y a le satellite PS qui tourne autour. Et pour que le satellite PS puisse se décrocher, il faut qu'il soit suffisamment important pour sortir de l'orbite. Et là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, européenne, le satellite PS ou la planète PS a dépassé la planète France Insoumise. De façon conjoncturelle. Mais dans les faits, finalement, il y a toujours cette attraction terrestre de la France Insoumise qui raccroche le mouvement PS. Et donc, Olivier Faure, il attend un maximum pour pouvoir montrer un bilan positif de son action à la tête du parti. Le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de rupture suffisamment claire de la part du PS. Et là, on arrive à la troisième question, qui est la question idéologique. Il faudrait qu'un jour, le PS se pose vraiment pour réfléchir à son programme, à son corpus idéologique, qui s'inspire peut-être de ce qui se passe en Grande-Bretagne, de ce qui se passe dans les pays scandinaves, pour vraiment rentrer dans une nouvelle ère de la social-démocratie qui est plus en phase avec le quotidien des Français, on en parlait tout à l'heure. Alors il y a un homme qui en parle de ça, qui justement a tiré le Parti Socialiste, la liste du Parti Socialiste aux élections européennes, il s'appelle Raphaël Glucksmann. Alors il est où Raphaël Glucksmann ? Pareil. C'est un Olivier Faure qui n'a pas réussi. Mais moi, je crois vraiment que, en fait, ce qui dérange Olivier Faure et ce qui a provoqué ces mouvements d'humeur dont parlait tout à l'heure Frédéric Dabi, ce sont les formes. Il est totalement soumis à la France insoumise, totalement, et y compris idéologiquement.
Ce qu'il n'aime pas, c'est que Mélenchon n'y mette pas les formes, le traite mal, emploie un ton condescendant ou un ton autoritaire vis-à-vis de lui. Mais quand les formes sont respectées, il ne faut pas que ça se voit trop. Il ne faut pas que ça se voit. Rima Hassan et ses sorties antisémites, ça le dérange un peu. Olivier Faure, c'est quand même, ça fait pas bien dans le tableau. Mais sur le fond, il y a très peu de différence entre eux. En tout cas, aucune qui justifie une rupture. En tout cas, aucune différence qui soit assez forte pour contrebalancer l'intérêt électoral qu'a le PS en général et Olivier Faure dans sa circonscription en particulier à conserver son alliance avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Donc le plus probable, c'est qu'il reste dans le giron. Pour l'instant, oui. Une crise peut se passer, il peut y avoir un dérapage, pour reprendre un terme de l'époque de Jean-Marie Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus fort que les précédents. Il est très très loin. Oui, mais il en a fait beaucoup. Quand on voit son dernier tweet où il parle encore de génocidaire, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a eu tellement qu'il y a une forme d'habituation, d'accoutumance qui fait qu'on ne voit pas ce moment que vous présentez, c'est-à-dire un moment de rupture où le PS se sent suffisamment fort pour dire ça y est, on brûle nos vaisseaux et on vole de notre propre aile, mais le problème, c'est aussi du côté des Français, j'en ai parlé, et du côté des dirigeants de gauche, cette intériorisation qu'à partir du 8 juillet, le risque d'une dissolution n'est pas certain, personne ne peut le dire autour de cette table, mais est hautement probable, et c'est vrai que partir sous ses propres couleurs, ça peut être très dangereux, compliqué pour le PS, ça peut être aussi mauvais pour la France Insoumise, ça sera mauvais pour la gauche d'une manière générale. Et effectivement, la question du rapport de force compte dans la perspective d'une nouvelle élection législative. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la question aussi de l'incarnation. Et quand on voit là aujourd'hui que il y a aussi une personne dont on n'a pas parlé, c'est François Hollande. Oui. C'est lui aujourd'hui qui est finalement le premier opposant à Olivier Faure pour incarner cette nouvelle cette aile anti-LFI. Alternative, ouais. Alors, et quand on en est là, quand on se dit que c'est François Hollande qui incarne ça aujourd'hui, on se dit que peut-être le PS n'a pas encore trouvé la bonne solution pour justement sortir de cette domination-là idéologique et politique de la France Insoumise. Donc, c'est à la fois, je le disais tout à l'heure, un changement de logiciel idéologique, mais aussi des nouvelles personnes. Alors, nous allons passer maintenant à une séance que vous connaissez bien, qui est celle des coups de cœur et des coups de griffe. Alors, on va commencer par les coups de griffe, d'ailleurs. Alors, Célestine, quel est pour vous le coup de griffe de la semaine? Mon coup de griffe de la semaine, c'est Elisabeth Borne, hier, sur BFM Télé, qui explique finalement qu'un ministre ne doit pas être spécialiste de ces sujets. Alors, c'est un grand débat, c'est un grand débat. Ouais. Ce que je reconnais, le problème, c'est que c'est quand même... Les débuts d'Elisabeth Borne sont un peu compliqués en termes de communication. Déjà, son retour au gouvernement... C'est plus en termes de communication que sur le fond, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est que... Parce qu'elle a tourné le dos à Mayotte devant 2 enseignants. Oui, exactement. Et le moment où elle dit un ministre ne doit pas être spécialiste de ces sujets, ça s'inscrit aussi au moment où elle est en train de se justifier également quand elle tourne le dos à Mayotte. Et je pense que ça envoie quand même un mauvais signal. C'est-à-dire qu'elle reste, d'une part, dans l'opinion, la femme du 49-3, mais surtout, ça donne le sentiment d'une forme de recyclage d'anciens macronistes, d'anciens premiers ministres, et finalement qu'on peut sauter d'un portefeuille à l'autre au gré des recasages. Et je pense que les liens sont déjà assez distendus entre les Français et la classe politique pour en rajouter une caisse, et surtout avec des erreurs de communication depuis le début de son arrivée à l'éducation qui sont... C'est vrai qu'elle a beaucoup circulé, Elisabeth Borne. Il faut être un spécialiste de la question quand on est ministre, Judith. Alors, il faut bien la connaître, mais... historiquement, les ministres issus du sérail ont toujours échoué. Pierre Payange à la justice, voilà. par exemple. Qui rendait la justice. Oui. Je vais pas. C'est mon ancien maire, mais il faut dire André Santini. Schwarzenberg à la santé, oui, ça n'a jamais été. Les avocats qui font les plus grands gardes des Sceaux non plus. Sur la santé, c'était le record. Votre exemple est terrible. Oui, donc c'est pas une règle, quoi, je veux dire. Mais, il ne faut pas être issu d'eux, mais il vaut mieux connaître bien le domaine. C'est préférable. Le coup de cœur. Et mon coup de cœur, je le consacre tout simplement aux hommages pour les 10 ans de l'attentat perpétré à Charlie Hebdo, qui est un journal qui a continué de vivre, qui est resté debout après avoir connu l'horreur. Qui, paraît-il, se vend mieux aujourd'hui qu'avant. C'est possible.
l'attentat. Effectivement, donc je ne sais pas si l'esprit Charlie s'est effacé en 10 ans, mais en tout cas, d'un point de vue de vente et de soutien, il y a le signe effectivement qu'on n'oublie pas et c'est important de le redire. Merci. Jim, coup de griffe, coup de cœur? Alors, mon coup de griffe, il va à Valérie Pécresse et à la région Île-de-France sur le tarif unique, alors c'est un peu technique, le tarif unique du transport francilien et la RATP, qui est en fait une vaste manipulation marketing où on nous a fait croire que finalement on allait payer moins cher pour aller à l'autre bout de l'Île-de-France, etc. La réalité, c'est qu'en fait, le ticket de métro va passer de 1,73 €, j'ai regardé justement l'émission en tarif réduit, à 2,50 €. Vous n'avez pas consulté Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, non. À 2,50 €. Donc alors attendez, ça passe à 2,50 €. Ça augmente de 70 centimes. Le billet unique pour les franciliens et les parisiens. Et en fait, c'est pas tant le fait que le billet de métro augmente, puisque ça, en fait, on a bien conscience qu'il faut de l'investissement dans les transports, mais c'est toujours cette idée de prendre les utilisateurs pour des idiots et en fait de ne pas leur dire que ça va augmenter. Et voilà pourquoi ça va augmenter, parce que il faut plus de régularité, plus de propreté, plus de sécurité dans les transports. C'est pas très compliqué à dire, mais il suffit de le dire. Alors il faut dire que Madame Pécresse est aussi la patronne du syndicat des transports en commun parisiens, enfin de la région parisienne. C'est pour ça qu'elle s'exprime. Et pourquoi elle fait ça d'ailleurs Parce qu'elle a besoin d'argent, c'est normal. Hein. Non, mais d'avoir un tarif unique. C'est-à-dire que vous allez de Villiers à la Défense ou que vous alliez de Villiers à Marne-la-Vallée, c'est le même prix. Là, il y a un discours aussi politique qui va à l'encontre de ce qui était la politique de Madame Hidalgo, qui était une politique très parisienne. Elle veut désenclaver Paris et la petite couronne et même les départements franciliens pour en faire une zone un grand Paris, finalement, on revient sur cette idée-là. Donc il y a aussi derrière une arrière-pensée politique, mais la première des raisons, et elle est très simple, et encore une fois, elle est légitime, c'est budgétaire. On a besoin d'argent pour financer les transports publics. Le coup de cœur. Le coup de cœur, alors c'est après les Golden Globes hier, avec le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui a été primé. Et donc c'est un coup de cœur pour la belle santé du cinéma français, avec beaucoup de films qui se sont illustrés et qui marchent très bien. Et surtout différents types de films, à la fois des films à gros budget, comme Emilia Pérez ou The Substance, mais aussi des films un peu plus confidentiels. Je pense à 20 dieux, par exemple, que j'ai vu la semaine dernière, qui est un très très bon film. Je recommande d'aller le voir. Et ça nous amène à la question du financement du cinéma français. On a souvent l'habitude de dire que le cinéma vit des subventions de l'État, du CNC, etc. C'est vrai. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne crois pas. Voilà. Je pense qu'en fait, le cinéma a besoin de ce soutien-là. En tout cas, c'est ce qui permet au cinéma français d'être un des cinémas les plus puissants, peut-être, le cinéma américain et le cinéma coréen aujourd'hui. Et c'est aussi notre exception culturelle qu'il faut continuer à soutenir. Donc voilà, je trouve ça bien que les pouvoirs publics s'investissent également de cette mission-là. Alors le CNC, il faut le dire, c'est une curiosité française, mais permet d'avoir une production de 200 films par an, là où l'Italie n'en produit que 10 ou 15. Tout à fait. Et que les Britanniques aussi, d'ailleurs. Bon, il y a quelques navets quand même dans le lot. Bien sûr, non, mais il y a des gros navets dans le tas, mais mine de rien, il y a des pépites, et sans ce financement-là, peut-être qu'il n'aurait pas pu naître. Je vais souffrir en silence parce que je suis radicalement en désaccord avec ça. Je sais que cette position n'est pas forcément partagée par tous. Voilà. Alors Judith. Donc coup de griffe. Alors quand on me l'a demandé ce matin, c'était contre Nathalie Loiseau, vous savez, macroniste s'il en fut. Elle est toujours députée européenne, je crois. Qui s'en est prise à Elon Musk. Elon Musk a demandé la libération de ce lanceur d'alerte britannique, grâce auquel cette abominable histoire de viol massif de filles
classe ouvrière, de filles blanches de la classe ouvrière britannique par des gangs pakistanais est enfin ressorti. Donc celui qui a relancé cette histoire est en prison et Elon Musk a demandé qu'il soit libéré. Réaction de Nathalie Loiseau sur X. Croit-il s'être acheté le droit d'attaquer les systèmes démocratiques des pays étrangers après avoir acheté son poste dans l'administration Trump? Manque de bol, Elon Musk occupera un poste, certes de conseiller, mais à titre bénévole. Alors, je vous disais, ça c'était mon idée de ce matin. Entre-temps, qui a débarqué dans l'histoire? Emmanuel Macron, qui a profité de la conférence des ambassadeurs pour s'en prendre lui aussi à Elon Musk, qui l'a accusé d'être à la tête d'une nouvelle internationale réactionnaire. Et les deux, que ce soit Loiseau ou Macron, accusent Musk d'ingérence. Alors ce que je trouve formidable, c'est que quand George Soros, par exemple, finance partout à travers la planète des organisations immigrationnistes, voire le CCIF, vous savez, le fameux collectif contre l'islamophobie en France, qui avait fait cette campagne dans le métro où le serment du jeu de paume avait été utilisé pour mettre des femmes voilées et des barbus avec le slogan « Nous sommes la nation ». Est-ce que Emmanuel Macron ou est-ce que Nathalie Loiseau ont parlé d'ingérence? Non, là je ne le crois pas, donc c'est une indignation à géométrie variable. Là c'était pour le coup de gueule. En un mot. Mon coup de cœur en un mot. Et si je le retrouve, parce que j'ai complètement oublié, pardon, je me suis laissé emballer. Je reviens vers vous. Pardon, coup de cœur, très court. Daniel Cohn-Bendit, qui sur LCI a été formidable en parlant de Mayotte, il a dit il faut stopper cette immigration, un grand remplacement menace Mayotte. Donc même Daniel Cohn-Bendit peut avoir des révélations. C'est la journée des miracles. Voilà. Alors, Frédéric, dont j'ai oublié de citer d'ailleurs le prix qu'il vient de... J'ai oublié de rappeler le prix que vous venez de recevoir pour ce titre « Parlons-nous tous la même langue », un joli petit livre qui est sorti chez l'Aube, que vous avez signé avec Brice Sokol, que je vous encourage à lire. Vous avez eu le prix Edgar Faure. Edgar Faure, de l'œuvre engagée. Alors faites chauffer la colle, puisque c'était son expression. Exactement, à la Edgar Faure. Mon coup de griffe, je l'ai trouvé en arrivant au Figaro. Le Figaro a consacré un papier au nombre de femmes exécutées en Iran en 2024. 31, plus de 200 depuis 2014. Donc, bien sûr, on sait que la peine de mort est appliquée massivement en Iran, aux femmes surtout, aux hommes surtout, mais également aux femmes. Et moi, je suis frappé par le silence médiatique en France, notamment sur les femmes. Je me souviens quand il y avait des femmes qui étaient dans le couloir de la mort au Texas, il y a une vingtaine d'années, il y avait des campagnes absolument énormes en France, des manifestations, etc. Et mon coup de cœur, c'est le sondage IFOP-JDD, le top 50 des personnalités, un peu de pub maison, où je mets en avant le fait qu'il y a toujours l'esprit des JO, puisqu'aux 10 premières places, on a 3 sportifs, Teddy Riner, 3e, Léon Marchand et Antoine Dupont. Et Antoine Dupont, c'était... Et les frères Lebrun. Et les frères Lebrun, évidemment, les pongistes. Alors, c'était une émission du Figaro. Vous étiez bien sur la chaîne du Figaro, qui est toujours de plus en plus regardée de jour en jour. Merci, à bientôt, bonne soirée et à lundi prochain.